Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enquête de santé. Mariana, bonsoir. Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Des douleurs articulaires au réveil, une épaule bloquée, des doigts déformés. En France, plus de 11 millions de personnes souffrent de rhumatisme. Le plus connu, c'est l'arthrose, c'est le cauchemar de nombreuses personnes âgées. Mais les rhumatismes regroupent aussi des maladies moins connues liées à un dérèglement du système immunitaire, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante. Oui, pour tous les malades, il devient un jour très difficile de se lever, de s'habiller ou de monter un escalier. Pourtant, malgré leur fréquence et leur impact sur la santé, les rhumatismes n'ont jamais été considérés comme une priorité de santé publique. Alors pourquoi un tel désintérêt? La recherche permettra-t-elle un jour de guérir ces maladies? Médicaments, cure thermale, médecine douce, vers quel traitement se tourner pour ne plus souffrir? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités ce soir, rhumatologues, chirurgiens et patients experts. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, nos téléspectateurs ont plusieurs moyens pour poser leurs questions. Bonsoir Benoît. Bonsoir Michel, bonsoir Marina, bonsoir à tous. Évidemment, vous pouvez intervenir tout au long de cette émission, soit par SMS au 41 555, par internet www.france5.fr ou allodocteur.fr ou même par les réseaux sociaux, notamment Twitter, avec hashtag santé F5. Brigitte déjà nous a envoyé une question, elle nous demande si la cure thermale est efficace contre l'arthrose. Et puis un autre téléspectateur nous dit si seulement on pouvait soulager les personnes atteintes de spondylarthrite et si les gens pouvaient comprendre notre douleur. On se retrouve après la diffusion de Rhumatisme, pourquoi ça coince? Un très beau titre pour ce film de Marie Chagnot, Cyril Masset et Frédéric Boulet. Un jour, la vie bascule. Il devient impossible de se lever et d'aller travailler. Dos, hanches, genoux, mains, toutes les articulations sont en souffrance. C'est comme si on prenait un marteau et que toutes les heures ou tous les jours, on vous frappait dessus. C'est des douleurs qui vous prennent dans tout le corps, de la pointe des pieds jusqu'en haut de la tête, qui vous mettent au tapis, quoi. KO. En France, près d'1 adulte sur 5 souffre d'arthrose, le plus connu des rhumatismes. C'est un fléau. L'arthrose, c'est 10 millions de Français. 10 millions de Français qui souffrent d'arthrose. Consultation médicale, arrêt de travail, hospitalisation. Les rhumatismes, première cause de handicap après 40 ans, coûtent cher à la société. C'est un véritable scandale sanitaire. Si je vous diagnostique aujourd'hui une arthrose, du pouce ou du genou, et vous me demandez est-ce que je vais guérir, est-ce que je peux guérir, la réponse sera non. Médicaments, injections, chirurgie, les malades sont prêts à tout essayer. Mais n'ont-ils pas eux aussi un rôle à jouer pour apprivoiser leurs douleurs articulaires? Rhumatisme. Derrière ce nom se cachent des familles de maladies très différentes. D'un côté, les rhumatismes inflammatoires, de l'autre, les rhumatismes dégénératifs. Les rhumatismes inflammatoires touchent près de 800 000 personnes en France. Parmi elles, Albert, styliste à Paris, et Gloria, une jeune grand-mère qui habite près de Montpellier. Leur système immunitaire défaillant attaque leurs articulations. Dans le cas des rhumatismes dégénératifs comme l'arthrose, les articulations s'usent avec l'âge. 10 millions de Français sont touchés. Comme Régine, une retraitée active, et Alain, passionné de danse sportive. Deux formes de rhumatisme bien distinctes, mais pour tous les malades, un même symptôme, des douleurs envahissantes. Rue Saint-Honoré à Paris, temple de la mode et du luxe. Albert aime flâner devant ses vitrines, symbole d'une époque où il était directeur artistique pour de grandes marques de prêt-à-porter. Ces vitrines m'inspirent mon métier, la création, tout ce que je pouvais faire dans le passé, mes balades. Et aujourd'hui, je ne peux plus marcher plusieurs heures d'affilée, effectivement, par rapport au passé. Mais le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. La nouvelle vie d'Albert, c'est celle qu'il doit partager avec la spondylarthrite, un rhumatisme inflammatoire.
Les premiers symptômes se sont manifestés lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Tout a commencé par un mal de dos persistant, suivi de douleurs dans les chevilles, les talons, les mains et le cou. Des crises aussi soudaines qu'imprévisibles. Le cœur du problème de ces maladies inflammatoires, ce sont les crises qui sont intenses, qui vous déroutent, qui vous font perdre la tête, qui sont tellement violentes en douleur que vous n'avez plus de repères. Et c'est comme si on prenait un marteau et que toutes les heures ou tous les jours, on vous frappait dessus. Pour moi, c'est un peu ça, c'est de la torture en fait. Impossible de faire taire cette souffrance avec des médicaments. Albert n'a pas le choix. Il doit vivre avec cette maladie envahissante. Ça vous détruit physiquement, ça vous détruit psychologiquement, parce que c'est insupportable, quoi. C'est quelque chose qui vous ronge, qui est terrible. À un moment donné, on a beau se dire on va lutter, on va combattre et on va trouver toutes les solutions. Ben, la maladie, elle est toujours là, elle évolue, et à un moment donné, vous êtes cloisonné pendant 3 jours, et là, vous avez l'impression que tout s'arrête, que le temps s'arrête, que votre vie s'arrête. Et dans la vie de tous les jours, c'est difficilement accepté, et c'est perçu de manière très légère, on va dire. On n'a pas de symptômes physiques extérieurs, externes, voyants. C'est ce qui intéresse les gens. Ça ne se voit pas. Donc on ne connaît pas, on ne voit pas, on n'a rien. Albert souffre de rhumatisme inflammatoire. Son système immunitaire est déréglé. Il entraîne une inflammation chronique de tout le corps, en particulier des articulations. Pieds, poignets, mains gonflent et se déforment. La colonne vertébrale et le bassin s'enraidissent. Ces rhumatismes inflammatoires peuvent apparaître chez des adultes jeunes, contrairement à un rhumatisme lié au vieillissement, l'arthrose. On est bien tous les deux. Tu partirais comme ça, jeune? Tu serais parti, toi? Oh oui, peut-être pas. Pleine mer. Il y a des courants. Hein. Les longues balades au bord de la Manche, un plaisir auquel Régine ne veut pas renoncer. Depuis un quart d'heure que je marche, ça commence à devenir de plus en plus douloureux. Au niveau de l'aine, là aussi, au niveau de l'aine, tout autour de la cuisse, les genoux bien sûr qui fatiguent, et puis le pied gauche aussi qui a plein d'arthrose. Et voilà, et je marche, je chaloupe, quoi, comme me dit André toujours, mais tu chaloupes. Depuis quelques mois, la retraitée ne peut plus faire un pas sans être handicapée par l'arthrose. Aujourd'hui, presque toutes les articulations de Régine sont douloureuses. Ça m'enquiquine, ça me rappelle là tous les jours que Régine, t'es vieille, tu vas continuer encore à vieillir. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Les gâteaux et le... T'as pas trouvé les gâteaux? J'ai oublié les gâteaux. Psychologiquement, c'est dur à accepter. Oui, j'apporte les gâteaux parce que ne peut plus se lever. Alors, on va éviter qu'il se fasse mal, quoi. Normal. Hein. Le moindre mouvement est devenu pénible. Surtout les gestes les plus fins. Ses mains, elles aussi, sont déformées par l'arthrose. C'est plus des doigts, ce sont des boudins. Regardez, là, l'auriculaire de la main droite, très gonflé, qui est douloureux, qui ne veut pas plier. Et la main gauche, celui-là aussi, il ne veut pas plier. C'est la gêne aussi. Vraiment que je prenne à 2 doigts. Mais celui-là, je ne sais pas où le mettre, l'auriculaire. Là, parce qu'il me gêne, il ne veut pas se plier. Je force. L'arthrose, c'est une destruction progressive du cartilage. Dans un genou sain, le cartilage est un tissu souple qui recouvre l'extrémité des os. On parle d'arthrose quand ce cartilage s'amincit puis se fissure. Des débris de cartilage se retrouvent dans le liquide synovial. Et la membrane synoviale essaie d'éliminer ces débris. Pour cela, elle sécrète une grande quantité de liquide. L'articulation gonfle, chauffe et devient douloureuse.
Ce rhumatisme est très ancien, presque aussi vieux que l'humanité. Le docteur Charlier est médecin légiste et anthropologue. Il examine aujourd'hui des vertèbres datant de l'époque mérovingienne, au 5e siècle après Jésus-Christ. Une rapide analyse montre que l'homme médiéval souffrait déjà d'arthrose. On voit des lésions d'arthrose qui sont indubitables. La vertèbre de droite est une vertèbre saine. Sur la vertèbre de gauche, en revanche, on a des lésions d'arthrose qui sont extrêmement évoluées, on appelle ça une arthrose sévère, avec un aspect crénelé, irrégulier, comme le cartilage a disparu, ou les moyens de jonction entre les ossements ont disparu, eh bien ça fait beaucoup de pression, beaucoup de tension et de douleur, et de souffrance sur le plan cellulaire. L'organisme va réagir en augmentant la surface de portance, et donc en diminuant la pression par centimètre carré. Et pour le coup, c'est vraiment un signe indubitable d'arthrose. Au Moyen-Âge, l'arthrose est donc liée au vieillissement physiologique du corps. Mais un autre facteur entre en jeu, le mode de vie. On est sédentaire, mais on commence à produire de façon parfois un petit peu industrielle de la céramique, où on travaille les métaux, où on construit des maisons, où on a d'autres activités laborieuses, parfois même du sport également. Alors du coup, eh bien, le corps humain n'est pas forcément adapté à cet usage excessif, intensif des articulations et des ossements, et il peut développer de l'arthrose. Si l'arthrose est connue depuis très longtemps, les rhumatismes inflammatoires n'ont été décrits qu'au XIXe siècle. Et des personnages célèbres en ont souffert. 1914, le peintre Auguste Renoir a 73 ans. À l'époque, aucun traitement ne permet d'éviter les séquelles. Renoir se déplace en fauteuil roulant et assiste impuissant à la déformation de ses mains. Mais il parvient encore à peindre avec précision. Aucun signe de la maladie dans ses œuvres, où figurent des corps voluptueux, des ambiances légères. « Si je ne chante pas, je meurs », disait Édith Piaf, elle aussi atteinte de polyarthrite rhumatoïde. En 1960, assommée par les médicaments, elle fait plusieurs malaises sur scène. La chanteuse n'a jamais évoqué publiquement sa maladie. J'ai voulu aller jusqu'au bout, mais j'ai eu tort. Pourquoi voulez-vous aller jusqu'au bout? Parce que je vais toujours jusqu'au bout. De tout ce que vous faites? Oui. On a l'impression que vous êtes extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Et dès que vous ouvrez la bouche pour chanter, vous n'êtes plus la même femme. C'est-à-dire que quand je chante, j'ai l'impression que je ne m'appartiens plus, je ne suis plus là. C'est, je crois, un état second. Car ma vie... Édith Piaf décède à 47 ans. Une mort peut-être précipitée par les doses massives de morphine, prises toute sa vie pour apaiser ses souffrances. Même s'ils sont mieux pris en charge, aujourd'hui encore, les rhumatismes inflammatoires ont de lourdes répercussions sur la vie des malades. Aux douleurs, à la fatigue, s'ajoutent les conséquences sociales de la maladie et le risque d'être exclu du monde du travail. Nous retrouvons Albert, le styliste atteint de rhumatisme inflammatoire. Il a rendez-vous cet après-midi avec un fournisseur, grossiste en tissu. C'est une collection qui est toute neuve sur cet hiver-ci. Beaucoup moins de marron au chocolat, beaucoup plus de marine et noir. On reprend dans les tissages quand même un peu rustiques aussi comme ça. Voilà, tout à fait. Là, je fais une sélection textile. En fait, et je vois avec Gaëtan en fait quels sont les produits pour l'hiver prochain, les tendances. Albert parle aujourd'hui librement de sa maladie avec ses collaborateurs. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au début, on ne veut pas l'accepter, donc on continue à travailler, on fait le tour des médecins. Et puis, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter. C'est ce qui s'est passé. On a tendance à vouloir même se retirer, pour ne pas le dire. Chaque salon textile et tout ça, c'était quand même quelqu'un de très présent. Il arrivait avec une équipe et tout ça sur des stands, ils étaient très nombreux et tout. On n'a pas compris du tout pourquoi il s'est retiré
Après, je peux comprendre aussi la douleur, la chose et tout, que c'est pas facile à dire. Quand vous annoncez que vous êtes malade, effectivement, dans ce milieu en tout cas, on ne pense qu'à une chose, le gain, l'argent, le côté humain, il est présent artificiellement. Bon Albert, c'est ta sélection? Oui. Albert a quitté le monde de l'entreprise. Il travaille désormais à son compte et aménage ses horaires en fonction de sa maladie. Je ne vais pas me retrouver à 30 ans, après à 35 ans ou à 40 ans, à ne rien faire et à être complètement invalide à cause d'une stupide maladie dont on n'a pas les solutions. Dans le cas des rhumatismes dont souffre Albert, 1/3 des patients arrêtent de travailler avant l'âge légal de la retraite. Il ne faut pas le cacher, certaines fois les patients sont stigmatisés du fait de leur maladie. Ils sont mis un peu sur le banc et parfois on recherche la moindre raison pour les licencier. Donc ça, c'est vraiment une problématique qu'on rencontre au quotidien. Le plus grand service qu'on peut leur rendre, c'est de maintenir leur travail dans les meilleures conditions. Mais l'équilibre entre le bien-être du patient, une activité modérée, un bien-être psychologique et maintenir son travail, c'est souvent très compliqué actuellement. L'isolement social et la rupture avec le monde du travail sont fréquents pour une minorité de patients qui répondent mal au traitement. Pour les autres, il est possible, grâce à des médicaments, de mettre la maladie en sommeil. Un village près de Montpellier. Fort. Voilà. Gloria redécouvre un plaisir simple, les moments de complicité avec son petit-fils Hugo. Il y a 4 ans, Gloria apprend lors d'une consultation médicale que ses douleurs aux mains et aux poignets sont provoquées par des rhumatismes inflammatoires. La jeune grand-mère qui garde son petit-fils toute la journée doit faire face à de violentes crises. Je n'ai jamais été poignardée, mais on a l'impression qu'il y a un coup de couteau qui vous pique toute la main. Et bon, c'est très handicapant. Lui m'a beaucoup aidé parce que psychologiquement, je disais, mes enfants ont besoin de moi pour garder ce petit. Donc j'essayais d'oublier un petit peu la douleur. Voilà, encore. Je t'aime comme ça. Comme ça, tu m'aimes. C'est très bien, mon chéri. Gloria a retrouvé le sourire grâce à des traitements qui agissent sur le système immunitaire et bloquent les réactions inflammatoires. Tous les 15 jours, Gloria s'injecte elle-même son traitement. Cette injection permet de mettre la maladie un petit peu en sommeil et donc je n'ai pas intérêt à l'oublier. Et c'est vrai, je n'ai plus les mêmes douleurs que du tout. Elles sont presque parties, toutes ces douleurs. Je peux faire de tout, de la couture, je fais faire de la cuisine que j'aime. Et depuis que j'ai ce traitement, je revis, vraiment je revis. Sur les 800 000 personnes touchées comme Gloria par les rhumatismes inflammatoires, 2/3 sont soulagées par ces médicaments. Mais pour les 10 millions de patients atteints d'arthrose, il n'y a pas encore de traitement. Un médicament prometteur contre l'arthrose pourrait bientôt voir le jour ici, à l'Institut de médecine régénératrice et de biothérapie. Dans ce laboratoire de haute technologie, les scientifiques ont un objectif, réparer le cartilage détruit par l'arthrose grâce à des cellules souches. Ce rongeur souffre d'arthrose. Sa patte arrière gauche, ici en rose, traîne à la marche. Le but est de savoir si les cellules souches extraites des cellules graisseuses de la souris vont soigner son rhumatisme. Alors voilà, je viens de prélever la graisse de la paroi abdominale d'une souris. Comme on peut le voir ici, il y a une certaine quantité de tissu. Mais nous, on veut récupérer uniquement les cellules souches. Après avoir été isolées, les cellules souches sont mises en culture, puis placées dans un incubateur à 37 degrés.
Et une semaine plus tard... Eh bien là, je suis en train de regarder les cellules qu'on a mis en culture il y a une semaine pour vérifier qu'elles sont en pleine forme, en bon état, et les compter pour pouvoir injecter la quantité de cellules désirées à la souris. Les précieuses cellules souches sont maintenant prêtes pour l'injection. Eh bien là, ce que vous voyez, c'est un petit volume qui contient l'ensemble des cellules souches que l'on va injecter à la souris. Donc là, cette souris, elle a été bien sûr anesthésiée pour permettre l'injection au niveau de l'articulation qui, comme vous l'imaginez, est toute petite chez une souris. Voilà, j'injecte les 5 microlitres, donc c'est un tout petit volume. Évidemment, ça, on ne voit pas parce que c'est vraiment très très petit. Voilà, elle va se réveiller tranquillement et on attend à peu près 42 jours pour pouvoir évaluer l'efficacité de ces cellules sur les paramètres de l'arthrose. 42 jours plus tard, la souris passe un scanner. L'imagerie montre que l'évolution de la maladie est ralentie. Un résultat confirmé sur cette coupe histologique. À gauche, un genou atteint d'arthrose. Il n'y a plus de cartilage. À droite, un autre genou traité par cellules souches. Le cartilage est préservé. Donc on peut en déduire des résultats encourageants, montrant que des cellules souches qui proviennent du tissu adipeux, une fois injectées dans l'articulation, vont freiner l'évolution de la maladie arthrosique. Ils vont préserver le cartilage articulaire. Et on a reproduit les mêmes résultats sur d'autres modèles d'arthrose avec des animaux de plus grande taille, surtout de poids plus élevé. On a pu montrer qu'effectivement on avait un effet encourageant, bénéfique sur la maladie arthrosique. Reste à confirmer ces conclusions chez l'homme. Un essai clinique est en cours. Les résultats sont attendus en 2018. La recherche avance, mais en l'absence de traitement curatif, l'arthrose coûte très cher à la société, 3,5 milliards d'euros par an. Pourquoi ne sait-on pas guérir une maladie qui pèse si lourd dans le système de soins? La recherche bénéficie-t-elle de crédits suffisants? Qu'attendons-nous pour faire des rhumatismes une priorité de santé publique? La plupart des grandes pathologies bénéficient de plans nationaux organisés par les autorités. Dans le plan de lutte contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, 200 millions d'euros sont alloués à la recherche. Par le passé, le plan maladies rares a permis de débloquer 77 millions d'euros. Le plan obésité, 22 millions pour la recherche. Pour les rhumatismes, ne cherchez pas, il n'y a eu aucun plan stratégique. Pour comprendre les raisons d'une telle absence, nous avons contacté les ministères censés s'occuper de ce dossier. Le secrétariat d'État à la recherche a systématiquement refusé nos demandes d'interview. Nous accusons réception de votre demande d'interview. Il ne nous sera cependant pas possible d'y donner suite. Même refus poli du côté du ministère de la Santé. Malgré l'intérêt que nous portons à cette requête, nous n'allons malheureusement pas pouvoir y répondre favorablement. Là encore, le financement de la recherche en rhumatologie n'est manifestement pas une urgence. La considération à la fois médicale et nos autorités vis-à-vis des pathologies rhumatismales, oui, c'est un véritable scandale sanitaire, puisque le meilleur exemple, c'est l'argent dédié à la recherche dans ce genre de maladie. C'est nos patients qui nous questionnent. Voilà, ça fait 10 ans que j'ai ça, il y a des nouvelles thérapeutiques, il y a des nouvelles choses, il y a de la recherche, et la réponse est toujours la même. On a des idées, on dépose des dossiers de demande de financement, et on n'a quasiment jamais de financement, jamais. Parce que quand vous vous retrouvez dans une shortlist avec 10 dossiers, il y en a 5 sur l'infarctus, 3 sur le cancer, 1 sur la mort subite du nourrisson, et que vous êtes le 10e sur la rhizarthrose, l'arthrose du pouce de la femme, et ben c'est sûr que ça passe en dernier, systématiquement. Une recherche limitée, un désintérêt des pouvoirs publics. Les patients touchés par l'arthrose ont de bonnes raisons de se sentir délaissés. Alors, faute de thérapie innovante, chacun tente de trouver la solution. Remèdes de grand-mère, compléments alimentaires, médicaments, ces remèdes sont-ils efficaces?
Si vous souffrez d'arthrose, essayez sans perdre une seconde ce nouveau produit miracle. L'escargot possède une protéine unique que lui seul possède à profusion. Cure intensive à 70 €. Je reçois tous les jours, très souvent, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, une publicité qui traite l'arthrose. Et actuellement, c'est toujours à base de limaces, là. Sur les produits miracles, oui, qui n'en sont pas, malheureusement. J'ai déjà essayé des petits trucs, comme des remèdes de bonne femme. J'avais lu, par exemple, qu'un morceau de savon de Marseille, dans le fond du lit, soulageait. Donc, ça m'a pas embêté de le faire. Je n'ai ressenti aucune amélioration. Parfois, les patients sont complètement démunis et sont prêts à croire à n'importe quoi. J'ai des exemples, par exemple, de patients qui ont été contactés et ont acheté des machines à 4 000 €. 4 000 € la machine pour traiter l'arthrose, avec par de la magnéto, je sais pas quoi, thérapie. On sait que ça marche pas, mais c'est scandaleux. Régine, elle, ne s'est jamais laissée abuser par ces produits miracles. Régulièrement, elle consulte son médecin généraliste pour faire le point sur sa maladie. Bon, j'ai toujours ces problèmes d'arthrose qui ne s'arrangent pas. Donc là, si vous avez très mal, donc vous prenez du paracétamol. Oui. Si les douleurs sont vraiment plus fortes et insupportables, on peut passer à un palier au-dessus au niveau antalgie. Les antidouleurs aident à supporter la gêne quotidienne. En cas de poussée, il faut se tourner vers les anti-inflammatoires. Peu coûteux, très efficaces, ils ont deux inconvénients majeurs. Ils sont déconseillés chez les personnes âgées et présentent un risque d'interaction médicamenteuse. Les anti-inflammatoires, donc chez vous, sont contre-indiqués, oui. Parce que vous êtes sous anticoagulants. Ces deux médicaments-là font pas bon ménage. Et sinon, j'avais fait les infiltrations là, les injections d'acide hyaluronique. Oui. La dernière que j'ai faite, il n'y a plus rien. Plus du tout. Non. Vous ne prenez pas de canne? Ah non. Non. Et je ne veux pas donner cette image de la vieille qui va se faire piquer son sac. On va regarder vos mains. Alors, les boudins, là, ils me font très mal. Donc là, on voit bien la déformation. Et qui gonfle, qui gonfle. Mais ça peut aller encore beaucoup plus loin. Je suis arrivée comment, là? Je ne pourrais plus me servir de mes mains d'ici peu. Oui, ça peut continuer à évoluer, mais là, il y a eu une poussée. Après, vous pouvez être tranquille pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis de nouveau avoir une nouvelle poussée. C'est vrai qu'on est vraiment démunis quand on voit la main qui est en train de partir vers l'extérieur de cette manière-là. Pas question de baisser les bras. Régine est toujours en quête d'un traitement de son arthrose. Dans les officines, des rayons entiers regorgent de produits naturels ou de compléments alimentaires qui promettent tous de soulager les douleurs articulaires. Ce que je pourrais vous proposer et qui marche bien, c'est ce complément alimentaire là. C'est un complément alimentaire qui va avoir en fait une double action. Donc il va agir à la fois sur la douleur et aussi sur la composante dégradation du cartilage. Par ailleurs, ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est tout ce qui est produit à base de plantes, notamment l'arpagophytum qui est très utilisé dans les problèmes d'arthrose. Oui. Donc par contre, c'est un produit qui va mettre un petit peu de temps à agir. Il faut compter une dizaine de jours. S'il y avait un traitement miracle contre l'arthrose, ça se saurait. Et évidemment, chez des personnes souvent âgées qui sont polymédiqués, ce sont des traitements qui ont vraiment un intérêt parce qu'on a peu d'effets indésirables et peu d'interactions médicamenteuses également. Je vous rappelle, un complément par jour. Régine a finalement opté pour un complément alimentaire vendu 15 € pour un mois de traitement. Un coût élevé pour une efficacité loin d'être assurée. Ces compléments alimentaires, c'est un petit peu difficile de juger parfois de leur efficacité parce qu'on manque souvent d'études cliniques et la législation des compléments alimentaires n'est pas forcément très stricte par rapport à ça et n'oblige pas à réaliser d'études cliniques systématiquement. Moi, je veux y croire et je suis prête à prendre un médicament, un remède conseillé par mon pharmacien. J'y crois. Et il paraît que ça contribue à la guérison, le fait d'y croire et d'en être persuadé. Voilà. Merci. Au revoir, madame. Régine compte sur l'effet placebo pour aller mieux. Ressentir le bénéfice d'un traitement par simple autosuggestion.
Un mécanisme psychologique qui peut être d'une grande efficacité sur l'arthrose. C'est la maladie où l'effet placebo est le plus important, la maladie humaine. Il est de l'ordre de, suivant les études, entre 30 et 60%, ce qui est énorme. L'arthrose évolue par poussée. Les douleurs apparaissent et disparaissent naturellement par intermittence. Alors, quand les douleurs s'atténuent, comment savoir si la poussée se termine ou si un traitement agit? Donc c'est pas étonnant que presque une personne sur 3, ou en tout cas une personne sur 4, voit une efficacité de n'importe quoi, dont les compléments alimentaires. Maintenant, eh bien, si un placebo marche, encore une fois, eh bien, vive le placebo. Les patients atteints d'arthrose représentent un marché lucratif. Genouillères, attelles, produits naturels, difficile de distinguer les vrais remèdes des fausses promesses. La confusion peut être encore plus grande lorsqu'il s'agit de techniques innovantes. Paris, un cabinet médical à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Pour soulager son arthrose de genou, Elisabeth a elle aussi fait le tour des traitements, sans succès. J'ai déjà essayé l'acide hyaluronique et les autres traitements, voie orale, etc. Mais ça n'a pas marché. Allez, venez Madame Bozon, on y va. Elisabeth va recevoir une injection de PRP, du plasma riche en plaquettes. Un traitement fréquemment utilisé chez les sportifs. Première étape, une infirmière prélève 15 ml de sang. Ce sang est ensuite placé dans cette centrifugeuse pour séparer le plasma des autres éléments. 5 minutes plus tard, l'injection est prête. Donc la partie qui nous intéresse est uniquement cette partie jaune, située juste au-dessus de cette partie rouge. Et c'est ces 5 cc de plasma riche en plaquettes que l'on va injecter ensuite dans le genou. Donc ce plasma va aller stimuler les zones qui sont abîmées, comme la membrane synoviale, comme les zones cartilagineuses, l'os sous-chondral. Ce plasma va, grâce à ses facteurs de croissance, envoyer des messages de régénérescence, de cicatrisation. Destinée à traiter les principales articulations, cette technique est présentée comme la solution de la dernière chance avant l'opération. Coût du traitement, environ 400 € les 3 injections. Quelque chose qui me soulage beaucoup, je ne regarderai pas sur la dépense onéreuse, bien sûr, mais bon, après, ça n'a pas de prix. Vous avez entendu madame, quand les patients souffrent, ils sont prêts à investir sur une technique qui aurait aujourd'hui est hors nomenclature et donc non remboursée ni par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Ces injections de plasma riche en plaquettes n'ont pas encore démontré leur efficacité dans des études cliniques. Mais dans sa pratique en cabinet, ce médecin dit constater un bénéfice. J'ai fait une étude récente, j'ai entre 80 et 90% de très bons résultats, mais il y a des patients pour lesquels ça ne marche pas du tout. Voilà. Il n'y a pas d'étude bien faite qui ait montré la supériorité indiscutable de cette technique par rapport au placebo. Mais si ça fait déjà 30% d'efficacité, c'est déjà pas zéro, mais c'est du placebo. Alors évidemment, 600 € pour un placebo, c'est un peu cher. Après avoir tout tenté, les patients atteints d'arthrose sont dans une impasse. Et la maladie progresse inexorablement. Dernier recours, la chirurgie. Mais tous les patients peuvent-ils en bénéficier? Et les escaliers, comment vous vous débrouillez? J'ai pas trop mal à monter les escaliers ni les descendre. Isabelle, 60 ans, a mal au genou et une question la taraude. Doit-elle se faire opérer? Pour prendre cette décision importante, elle consulte son chirurgien. On a sur le genou une petite arthrose débutante. On a encore beaucoup de cartilage ici, on a pratiquement autant que de l'autre côté. Donc on est sur un genou douloureux avec un tout petit début d'arthrose. Et je pense que dans ces cas de genou, on peut s'arrêter là comme bilan. Pour le docteur Graff, le diagnostic est clair. Vous avez d'autres examens que là? Mais Isabelle a un autre cliché à montrer au chirurgien. Je vais RM. C'est ça. Ok, oui, très bien.
Ces images nous apprennent rien d'autre sur l'arthrose, nous montrent qu'il y a un petit peu de liquide, ce qu'on savait déjà après l'examen clinique. Je dirais qu'il y a une personne sur 8 qui vient avec une IRM qui, pour nous, dans 94% des cas, est inutile. L'imagerie par résonance magnétique serait donc inutile pour poser le diagnostic d'arthrose. Pourtant, cet examen est très souvent prescrit. Ce mésusage de l'imagerie pèse lourd dans le système de soins. Une IRM du genou coûte 181 € contre 23 € pour une radio. Selon les estimations de l'assurance maladie, une baisse de 15% du nombre d'IRM des membres inférieurs permettrait de réaliser une économie de 30 millions d'euros. On peut expliquer l'excès de prescription d'IRM par une pression des patients qui vont voir sur Internet ce qu'on peut demander. Les médecins généralistes qui de temps en temps ont cette pression des patients et puis n'ont pas de réponse à donner sur le plan clinique. Retour à la consultation. C'est l'heure du verdict pour Isabelle. Donc là, en fait, vous avez une arthrose qui est débutante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chirurgie. Tant mieux, je ne suis pas pressée de faire l'opération. Je dis franchement. Voilà. Donc, il faudrait perdre un petit peu de poids. Ça serait une bonne chose. Parce que le genou, ça n'aime pas le poids. D'accord. Le fait de perdre du poids, ne serait-ce que 5 à 10% du poids actuel, ça peut améliorer. Et le simple fait d'en perdre un peu, ça peut suffire. Le surpoids augmente le risque d'usure des hanches et des genoux. Quand un individu de 70 kg marche, la pression exercée est multipliée par 6, comme si le genou devait supporter 420 kg. On comprend donc facilement pourquoi le risque d'arthrose du genou est 4 fois plus important chez les personnes obèses. Pour éviter une opération, il suffit parfois de perdre quelques kilos. Bon, on va faire pour mieux. Mais bon, là, vraiment, il faut s'y mettre, sérieusement. Je crois qu'il n'est pas raisonnable de poser une prothèse chez quelqu'un qui est en surpoids ou obèse. Il faut la faire maigrir avant. Quelquefois, ça permet de ne pas être opéré, puisque si la perte de poids est suffisante, on peut ne plus avoir de douleurs ou d'avoir des douleurs suffisamment tolérables pour ne pas être opéré. Et que dans tous les cas, si les douleurs ne passent pas, l'intervention se fera dans de meilleures conditions. Donc la prothèse aura moins de risques de complications. Mais ça peut être fait, oui. Après, on peut céder à la compassion. La chirurgie reste souvent l'ultime et unique solution pour soulager les patients qui souffrent d'arthrose. Vous êtes décontracté là par rapport à l'intervention. On vous a bien expliqué le déroulement. Atteinte d'une arthrose sévère, Evelyne a tout tenté pour apaiser ses douleurs au genou. À 52 ans, elle n'a plus le choix. Une prothèse doit remplacer son genou malade. On ouvre le genou devant. Voilà, il y a une partie du genou qui est presque normale, qui est située là, qui est lisse et brillante. Là, on voit qu'il n'y a plus de cartilage de glissement. Le cartilage a disparu. Ici, on voit l'os sous-chondral. Et là, il n'y a plus de cartilage. Dans ces boîtes, un genou en kit. Une prothèse prévue pour durer 15 à 20 ans. Cette patiente devra donc se faire réopérer au moins une fois dans sa vie. Mais le résultat de cette deuxième intervention est plus incertain. C'est toujours plus difficile une réintervention parce qu'il faut enlever des implants qui quelquefois tiennent bien d'ailleurs, mais avec des risques qui sont augmentés forcément. Forcément, c'est pour ça qu'on essaye d'améliorer les implants, de les faire durer au maximum. Aujourd'hui, 60% des prothèses de genoux sont posées avant 74 ans. Voilà. Et les patients se font opérer de plus en plus jeunes. L'âge moyen des patients opérés ont baissé du fait que les gens ne veulent pas rester handicapés, parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'ils ont une vie active et que, auparavant, il était admis de rester handicapé et maintenant, ils veulent une indolence assez rapidement. La prise en charge de l'arthrose, c'est une prise en charge sur le long terme. Et les patients, souvent, sont intéressés par le court terme, c'est-à-dire savoir, pour le jeune encore de 50 ans, de savoir s'il va pouvoir continuer le tennis, bien qu'il ait une arthrose de genou ou de hanche.
Et le problème qui va se poser, par exemple, pour ce sujet, est de savoir est-ce qu'on va se laisser faire, entre guillemets, c'est-à-dire mettre en place une prothèse pour qu'il joue au tennis, ou est-ce qu'on va lui proposer plutôt de changer de sport, par exemple. Parfois, les patients eux-mêmes ne sont pas raisonnables et ils nous poussent à faire des choses qui ne sont pas toujours raisonnables. Les réponses apportées par la médecine aux patients atteints de rhumatisme sont limitées. Alors, que reste-t-il comme perspective? Trop souvent, médecins et malades se croisent sans se comprendre. Une solution serait de réinventer leur relation. Avec d'un côté, un patient actif dans sa prise en charge, de l'autre, un médecin à l'écoute. Gloria, la jeune grand-mère atteinte de rhumatisme inflammatoire, a rendez-vous à l'hôpital pour une consultation un peu particulière. Face à elle, des étudiants en médecine. Gloria est ici pour partager son expérience des douleurs chroniques. Le docteur Sylvie Fabre anime la discussion. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez leur donner en disant, voyez, ça m'est arrivé, ça m'a beaucoup aidé, on n'y pense pas assez, et ça, il s'est passé ça m'a pas du tout aidé. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent? Il y a 4 ans, je suis allée voir mon médecin généraliste. Je ne pouvais pas m'habiller, je ne pouvais pas faire à manger, et vraiment, j'étais dans un état psychologique vraiment désespéré. Il m'a dit, écoutez, il faut soigner, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Si vous ne soignez pas, vous risquez d'être sur un fauteuil roulant. Et moi, c'était la seule chose que j'avais en tête, le fauteuil roulant. Gloria ne s'est pas toujours sentie soutenue par son médecin. Savoir écouter son patient, ça s'apprend. On est à l'écoute, c'est-à-dire que Gloria, c'est pas que le nombre d'articulations gonflées et douloureuses. C'est aussi, et au fait, on en est où de ci et de ça? Ça va toujours bien, votre fille? C'est plus de comprendre que quand vous accompagnez quelqu'un, c'est connaître sa vie, c'est connaître quelles sont les choses importantes pour lui et de lui demander des nouvelles. Je pense qu'on est mal formé pour accompagner les patients atteints de maladies chroniques et en particulier de douleurs chroniques. C'est normal, on est formé à la pathologie aiguë, à reconnaître les symptômes, à gérer la crise. Mais finalement, prendre en charge de façon chronique le patient, c'est plus complexe. La capacité d'écoute est au cœur de l'accompagnement des douleurs chroniques. Seulement voilà, cette écoute des patients n'est pas valorisée par le système de soins. Aujourd'hui, le temps, c'est ce qui manque le plus, c'est ce que souhaitent le plus les malades. Et la tarification des actes médicaux ne favorise pas le temps. Les actes techniques sont remboursés, le temps n'est jamais remboursé. Si l'on veut prendre en compte la dimension humaine des soins dont la douleur fait partie intégrante, il faut évidemment que l'écoute et le temps de présence des médecins soient beaucoup mieux valorisés dans un système de tarification adapté. Toutes ces coupes et ces médailles, ça me représente des très bons souvenirs, des souvenirs de danse, des bons résultats d'ailleurs, et des très très beaux souvenirs, quoi. Alain est passionné de danse sportive. Il y a 6 ans, il apprend une mauvaise nouvelle. Atteint d'arthrose, il doit renoncer aux compétitions. À ce moment-là, c'est quelque chose qui s'effondre. C'était insupportable. Étant plutôt volontaire de nature, j'ai recherché quelles étaient les solutions possibles pour, quand même, malgré l'arthrose importante que j'avais, pouvoir continuer de pratiquer un petit peu, peut-être à niveau moindre, mais la danse sportive. Très motivé, Alain se tourne alors vers la kinésithérapie. Et Alain, là-bas, il fait rien sur son tapis, ça va pas du tout. Je travaille dans la douleur et en silence. Qu'est-ce qu'on va traiter après? Non, c'est plus l'épaule pour l'instant qui... Donc on fera l'épaule et le cou. Et pour que les soins de kiné soient efficaces, le patient doit être actif et les gestes du praticien très précis. Ici? Là, c'est un peu dur comme... Ici, ok. L'usure, on ne pourra jamais la changer. Par contre, si la personne se sert bien de son épaule et s'en sert de manière physiologique, elle va moins l'user et elle va avoir moins de douleur à ce moment-là.
Dans le cas précis d'Alain, il y a plusieurs façons de faire le geste. Si vous faites le geste en ascension de l'épaule et en écartement du cou de la cage thoracique, vous allez écraser l'articulation et les tendons de l'articulation. Si vous faites le mouvement en abaissement d'épaule et en levant, vous travaillez sur la musculature, vous n'aurez pas de contrainte sur les éléments périarticulaires de l'épaule. Il faut faire autrement, c'est plus difficile parce qu'il faut y penser, il faut que ce soit dans la tête avant tout, épaule basse, blocage de l'omoplate, lever seulement ensuite le bras. Donc c'est pas très naturel, mais il faut se donner cette obligation de le faire pour que ça devienne un automatisme après. Alain a passé de nombreuses heures à répéter des exercices sous l'œil attentif de son kiné. Aujourd'hui, il savoure le résultat. Ça m'a permis quand même un moment où la majorité des médecins m'avaient dit que je ne pourrais plus jamais redanser. Bien déjà de redanser, et puis pas de redanser qu'un peu, mais beaucoup. Voilà, le plus haut possible. La kinésithérapie peut donc être très utile en cas de rhumatisme. Problème, la qualité des soins délivrés par les kinés est très variable selon les cabinets. Les premiers kinés que j'ai rencontrés m'ont pas énormément plu dans la mesure où j'avais plutôt l'impression que, en fonction de ce que je leur disais de mon mal, ils avaient une gamme toute faite, à savoir, vous mettez à ce moment-là, si vous avez mal à tel endroit sur telle machine, et puis vous pédalez, ou vous ramez, ou etc. Et j'avais l'impression de choses toutes faites qui n'étaient pas forcément personnalisées. Bien. Allez, au revoir. Merci Pierre-Yves. Bonne compète. Hein. À jeudi. Merci. La kinésithérapie, aujourd'hui, ça va du très mauvais à l'excellence. Moi, dans ma pratique quotidienne, je le contrôle via le patient. Je demande au patient, qu'est-ce qu'on vous a fait ? Qu'est-ce qu'on vous a fait dans les séances de rééducation que vous avez eues ? Il dit, c'est pas adapté. Je lui dis, changez de thérapeute. L'assurance maladie contrôle chaque année 1000 kinésithérapeutes. Elle vérifie notamment que le praticien ne prenne pas en charge plus de 3 patients à la fois et que la séance dure environ 30 minutes. Mais un problème demeure, les soins prodigués ne sont pas assez encadrés. Les soins en kinésithérapie souffrent aujourd'hui d'une absence de recommandations de bonnes pratiques sur les techniques. Si on prend par exemple les arthroses du genou et que vous allez consulter chez 5 kinés successivement, vous pouvez avoir parfaitement 5 techniques différentes. Le monde médical n'a pas suffisamment encadré aujourd'hui les techniques en fonction du besoin de soins du patient. Le problème de la kinésithérapie en France, c'est qu'on n'a aucun moyen, pas de laboratoire de recherche notamment, avec une discipline à l'université qui nous permettrait de faire des études scientifiques pour fonder nos pratiques sur les preuves. Et je pourrais répondre plus facilement à cette question quand on me dit que faut-il faire pour une lombalgie, que faut-il faire pour une arthrose de genou. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse standardisée. Allez, chacune, vous y allez. Par contre, on prend les appuis-têtes pour ceux qui en ont un. Voilà, allez, c'est parti. 5, 6, 7. Allez, Joël, plus grand le pas. À 80 ans, Christiane souffre d'arthrose aux épaules, au cou et aux chevilles. De l'arrière vers l'avant. Chaque semaine, elle vient dans ce cours d'activité physique. Un cours destiné aux personnes qui, comme elle, sont atteintes de douleurs articulaires. Ok, ça fait pas mal du tout. Un peu fatigué après, mais c'est pas grave. Au contraire, ça donne la pêche. C'est bon pour tout le monde? Objectif des exercices, mobiliser les articulations pour éviter les raideurs et garder une amplitude de mouvement. Quand on a de l'arthrose, par exemple, si je suis bloquée ici, souvent les personnes ils vont bloquer leur mouvement en dessous pour pas aller jusqu'à la douleur. Mais au fur et à mesure du temps, cet angle-là, on le perd. Parce que l'arthrose va justement gagner un petit peu d'espace. Et donc du coup, on va être immobilisé là. Alors que si vous allez jusqu'au moment où on a la douleur, on garde bien cette amplitude. On ne va pas récupérer forcément, mais on va garder le plus longtemps possible l'amplitude qu'on avait. Souffle la tête dans les genoux. Grâce à ce cours qu'elle fréquente depuis 3 ans, Christiane supporte beaucoup mieux ses douleurs articulaires. Je trouve que ça me fait du bien, quoi. À la maison, je me rends compte que je suis beaucoup plus dynamique.
quand j'allais marcher, par exemple, je prenais des anti-inflammatoires avant de partir. Maintenant, j'y pense même plus. J'ai été épatée du résultat. Prix de la séance, 6 €. Une somme modique au regard des bénéfices sur la qualité de vie. On est là pour essayer de récupérer de l'autonomie. Même si on a des douleurs, on peut quand même faire des choses. Et donc c'est vraiment là pour aider et puis prendre aussi conscience qu'on est capable de faire des choses. La prise de conscience aussi est importante. Bouger pour aller mieux. Une solution toute simple. Et une révolution culturelle. On a longtemps cru que l'immobilité prévenait les douleurs liées au rhumatisme. Nous retrouvons Alain. Grâce à la danse qu'il pratique en compétition et qu'il enseigne, Alain réussit à maîtriser ses douleurs articulaires, à tel point qu'il en oublie même qu'il est atteint d'arthrose. Lorsque l'on danse, le fait que l'on sécrète des bonnes choses dans le corps fait que la douleur, on ne la sent pas. Et puis c'est un sport convivial, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout seul, c'est pas de la gymnastique, on fait avec une jolie musique souvent, avec des personnes intéressées par la danse, donc c'est ma meilleure thérapie et ça permet de continuer d'avoir un corps comme à 20 ans et puis de s'amuser aussi comme à 20 ans. Les rhumatismes véhiculent une image déformée, celle d'une maladie de la vieillesse contre laquelle il serait inutile de se battre. Pour mieux vivre avec ces douleurs chroniques, des patients ont choisi d'agir plutôt que de subir. Mais cette bataille, ils ne peuvent la mener seuls. Les médecins doivent apprendre à soigner plus que des symptômes. Et les pouvoirs publics doivent comprendre qu'avec près de 11 millions de malades, il est urgent d'agir contre les rhumatismes. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr, pour ce débat consacré au rhumatisme. Avec nous, chirurgien, rhumatologue, patient. Tout à l'heure, une kiné qui va nous montrer quelques exercices intéressants. Alors, on commence avec une question de Gérard qui nous demande si l'arthrose est héréditaire. Professeur François Aranou, on vous a vu dans ce documentaire, vous êtes rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, hérédité ? Alors, il est clair que pour certains, notamment pour l'arthrose des doigts, il y a une composante héréditaire qui est relativement importante, mais probablement plus pour celle des doigts que pour celle du pouce. Pour le genou également, les études ont été répliquées au Japon, mais également dans les populations caucasiennes. Il y a des gènes qui sortent, mais en fait ces gènes expliquent, je vais dire, 2-3% de la maladie. Dans la gonarthrose, le poids écrase tout. En fait, il explique 90% de la maladie. C'est l'arthrose du genou. Hein. Voilà, dans l'arthrose du genou. La génétique explique une partie, mais c'est polygénique, c'est pas une maladie monogénique comme on peut avoir en médecine. D'accord. Mon frère souffre de rhumatismes inflammatoires et moi de psoriasis. Est-ce qu'il y a un lien génétique? Professeur Jérémy Selam, bonsoir. Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine. Alors vous vous intéressez plus au côté inflammation des rhumatismes. Le psoriasis et les rhumatismes inflammatoires peuvent être liés. Alors effectivement, ils peuvent être associés dans le cadre en fait du rhumatisme qu'on appelle la spondylarthrite, dont se plaignait Albert dans le documentaire. Et effectivement, il y a une association probablement liée à un fond génétique. Alors il y a un fond génétique qui est connu dans la spondylarthrite qu'on appelle le HLA-B27, qui explique une partie de la maladie. Et quand on voit un patient qui a un psoriasis pour les dermatologues et qui a des douleurs articulaires, eh bien on va penser systématiquement à la possibilité de ce rhumatisme, la spondylarthrite, et à l'inverse, on regardera la peau de tous nos patients qui ont une spondylarthrite, et parfois d'ailleurs même les traitements sont un petit peu communs aux deux. Et là, il y a un côté héréditaire ou pas? Et il y a un côté héréditaire avec pareil, on est dans le cadre de maladies polygéniques, mais il y a un facteur de susceptibilité, notamment le HLA-B27, mais encore d'autres gènes. Mais après, il n'y a pas de test génétique à faire plus que ça pour faire le diagnostic de psoriasis. Juste un mot justement sur la génétique. On parle beaucoup dans le monde génétique aujourd'hui de la génétique, aujourd'hui de l'épigénétique. Autrement dit, c'est ce que vous disiez, on a des gènes de prédisposition qui nous prédisposent à tel ou tel rhumatisme. Mais si on n'est pas exposé à un environnement qui va permettre à ces gènes de se révéler, on ne fait pas la maladie.
Dans le cadre des rhumatismes, cette épigénétique intervient beaucoup? Alors oui, c'est un domaine de recherche qui est en train de se développer. Après, on ne fait pas encore tout à fait le lien entre l'épigénétique et des facteurs environnementaux. Mais par exemple, on sait très bien que dans la polyarthrite rhumatoïde, la combinaison de facteurs génétiques de susceptibilité associés au tabagisme favorise les anticorps de la polyarthrite et la polyarthrite elle-même. Donc c'est vraiment le croisement d'une génétique et d'un facteur environnemental. On nous demande si on peut souffrir de rhumatisme et être jeune. En l'occurrence, il y a une personne qui pose la question à 25 ans. Rolande Gastali, bonjour. Bonjour. Vous avez été visiteuse médicale. Vous êtes aujourd'hui patiente experte. Vous nous direz ce que c'est. Vous avez souffert de polyarthrite rhumatoïde, qui apparemment va mieux, bien prise en charge. Bien prise en charge. Et vous êtes patiente experte, donc vous occupez, vous nous direz ce que c'est, mais vous occupez de patients, et notamment d'adolescents et d'enfants atteints d'arthrite juvénile. Absolument. Donc ils ont quel âge? Ils ont vraiment... Ceux qu'on voit dans les séances d'éducation thérapeutique, ils ont à partir de 5 ans et demi, jusqu'au grand adolescent, le jeune adulte. C'est fréquent, c'est fréquent ou pas? Ça reste des maladies plus rares, déjà que la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite, mais effectivement, on doit être alerté par des gonflements articulaires chez des jeunes enfants. Ça peut aller du très bas âge jusqu'à l'adolescence, effectivement. Et évoluer vers de véritables rhumatismes inflammatoires que l'on connaît chez l'adulte, polyarthrite ou spondylarthrite. Et l'arthrose peut se voir chez les très jeunes? Non, il y a quasiment... Les grands sportifs, éventuellement? Voilà, exactement. En fait, il y a une arthrose secondaire qui est due à deux choses. Soit parce qu'on a des dysplasies au niveau des articulations, c'est-à-dire que les articulations sont mal formées, et donc là on a un risque d'arthrose, notamment de la hanche. Et puis sinon, c'est les genoux notamment traumatisés, ligaments croisés, les footballeurs, ménisectomie, ils font des arthroses à 35, 38, 40 ans. Pas chez les enfants, de toute façon. Mais pas chez les enfants. Pas chez les enfants. Docteur Véronique Asselineau-Molina, bonsoir. Vous êtes chirurgien orthopédiste à Bicêtre, près de Paris. On a vu dans le reportage des interventions, notamment des prothèses. Même si je ne suis pas sûr que vous opériez les enfants, mais on opère tôt aussi, parfois, les enfants qui sont victimes de ces arthrites juvéniles. On n'en opère quand même pas beaucoup des enfants. Nous, on voit des adultes très jeunes. En fait, à quel âge vous commencez à opérer ça dépend de la, ça dépend de la fonction. Tant qu'ils ont une fonction correcte, on les opère pas. Mais la fonction, c'est pas leur métier, c'est le fait qu'ils puissent se servir. La fonction, c'est la vie de tous les jours. C'est déjà la vie de tous les jours. Le genou sert à quelque chose. Si c'est des gens qui sortent plus de la maison parce qu'ils peuvent plus marcher, qui ne pourront pas avoir un métier et tout, oui, il faut les opérer. Alors on sait bien sûr que si on met une prothèse à quelqu'un de jeune, on devra le réopérer, mais on ne va pas non plus lui dire attendez d'être vieux pour vous opérer. Ça donne souvent d'excellents résultats chez les gens jeunes. Sylvie souffre de rhumatisme psoriasique. Elle demande comment faire comprendre aux gens une maladie qui ne se voit pas. Vous allez peut-être nous aider aussi. Mais c'est quelque chose de très compliqué, ça, effectivement. Alors effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure une des personnes du documentaire, c'est que le rhumatisme psoriasique peut se manifester par des douleurs rachidiennes. Alors les douleurs rachidiennes, effectivement, il n'y a pas de gonflement articulaire. Cela étant quand même... Des douleurs de la colonne vertébrale. Voilà, de la colonne vertébrale. Cela étant, dans ce rhumatisme, on peut aussi avoir des arthrites périphériques, c'est-à-dire des mains, des genoux, des pieds. Et donc ça, cela peut se voir, mais effectivement pas systématiquement, parce que les gens ne sont pas obligatoirement attentifs à un doigt gonflé, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est mal vécu par les patients, parce que c'est une maladie peu visible, en fait. Et donc l'entourage professionnel, personnel, a du mal à percevoir les conséquences que ça a chez un patient donné. C'est valable pour l'arthrose aussi. C'est des maladies silencieuses. Je ne sais pas si elle gonfle. Oui, mais à l'inverse, c'est que l'arthrose va survenir notamment chez des patients de 60, 65 ans dont on va se dire ah bah il ou elle boite, bon c'est un peu normal, ça doit être de l'arthrose. Mais on a du mal à comprendre qu'un jeune homme de 30 ans ou une jeune femme de 30 ans, pareil, soit invalidé par des douleurs. C'est pas compréhensible comme ça. Justement, Roland, vous occupez, je le disais tout à l'heure, d'enfants et d'adolescents, mais également à Cochin d'adultes qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que ça fait partie des choses éventuellement dont il parle, effectivement, cette difficulté à faire comprendre à l'entourage? Absolument. Alors aussi bien les enfants, avec des problèmes qu'ils rencontrent à l'école,
avec les enseignants qui ne comprennent pas toujours que le gamin en face d'eux a du mal à tenir son crayon et à écrire ce qui est sur le tableau. Et 3 heures après, il court avec ses petits camarades dans la cour de récréation sans plus avoir l'air de souffrir du tout. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. De pousser Absolument. douloureuse. Les rhumatismes inflammatoires chroniques sont souvent handicapants le matin. En poussée, c'est en fin de nuit qu'on a mal, c'est le matin qu'on est raide, on a le plus de mal à utiliser ses articulations. C'est le dérouillage matinal. Voilà, c'est ce qui est peut-être pour les gens qui nous regardent, pour distinguer justement les douleurs qui pourraient être dues à une inflammation et les douleurs dues à de l'arthrose. On a ces histoires de dérouillage ou pas? C'est plus. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait appris avec Marina. C'est ce qu'on a appris à la faculté de médecine et c'est ce qu'on m'a appris. Non, il n'y a pas 40 ans. Je parle de nous. Vous, on ne sait pas, Michel, mais nous, non. Bon, c'est vrai que c'était classiquement, on disait que dans les rhumatismes inflammatoires, il y avait ce fameux dérouillage matinal avec des douleurs nocturnes et les autres douleurs, plutôt de rhumatisme dégénératif comme l'arthrose, c'est pas de dérouillage ou très peu et pas de douleur nocturne. En fait, c'est pas vrai parce que dans l'arthrose, quand on est en poussée aiguë, c'est comme une maladie inflammatoire. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est qu'il y a 40 ans, comme aujourd'hui, les poussées aiguës, on les traite comment? Avec des injections de corticoïdes. D'accord. Juste, je voulais qu'on précise ce qu'était votre rôle de patiente expert, parce que tout le monde ne connaît pas les patients experts. Et il faut dire en plus que c'est l'association de défense contre l'arthrite rhumatoïde qui a été la première association à développer ce rôle de patient expert. Vous avez suivi une formation. Alors, c'est quoi un patient expert? Absolument, le patient expert. C'est vrai que le mot expert peut prêter à questionnement. Un patient expert, c'est un patient formé. Un patient formé, entre autres, à l'éducation thérapeutique, la même formation que le personnel soignant, d'ailleurs. C'est une formation commune. Donc, apprendre tout ce qu'il faut apprendre sur la maladie, sur les traitements. C'est également une formation sur les conduites de réunion, l'écoute active des patients, l'animation de réunions, d'éducation thérapeutique, et tout ça dans le respect des uns et des autres. Vous aidez les autres patients avec votre expérience personnelle et la formation que vous avez reçue. On accompagne les autres patients. D'accord. Voilà, c'est un accompagnement. Les tout premiers symptômes de la spondylarthrite ankylosante? Alors ça peut être variable. C'est vrai qu'on a parlé de douleur à la colonne vertébrale, donc effectivement, douleur d'horaire inflammatoire, on vient d'en parler. La nuit, ça doit interpeller. Ce dérouillage matinal qui peut durer souvent plus d'une demi-heure ou peut-être toute la matinée, où le patient dit qu'il n'arrive pas à démarrer sa journée, c'est important. Après, on peut avoir des douleurs aussi dans les talons et des articulations qui gonflent. Et associé à ça, et c'est quelque chose maintenant qu'on commence à reconnaître, il y a la fatigue. Les signes extra-articulaires sont très importants. Il y a vraiment une fatigue intrinsèque chez ces patients. La fatigue liée à la douleur ou pas? Non, pas uniquement. Indépendamment de la douleur, même indépendamment des poussées, c'est ce qui peut aussi avoir des conséquences en termes de productivité au travail ou en termes de vie sociale. Et en fait, les patients ont cette fatigue qui n'est pas récupératrice, par exemple avec le week-end ou avec le repos, et ça en fait partie intégrante. Et puis après, on peut avoir l'association au psoriasis, on en a parlé tout à l'heure, ou aux maladies digestives inflammatoires. On nous demande si la fibromyalgie est considérée comme une maladie rhumatismale. C'est Yoline qui pose la question. Alors, maladie rhumatismale, c'est un terme vaste. En gros, ça veut dire maladie de l'appareil locomoteur. Donc, c'est des patients qui ont mal partout, souvent au niveau des insertions des tendons, sur les os, et ça donne des tableaux de douleurs diffuses. Donc, dans le sens que ça intéresse l'appareil locomoteur et que cet appareil locomoteur fait mal, on peut l'intégrer dans les maladies rhumatismales. Après, c'est encore quelque chose à côté de l'arthrose et des rhumatismes inflammatoires. Il n'y a pas de signe biologique, les articulations ne gonflent pas, oui, il n'y a pas de signe objectif, en fait. On reparlera de la fibromyalgie demain dans Allo Docteur, puisqu'on répondra à vos questions sur les douleurs chroniques. La fatigue, vous en parliez dans la spondylarthrite ankylosante, dans l'arthrose, elle touche aussi ou pas? On sait, c'est vrai que la fatigue a été décrite surtout dans les rhumatismes inflammatoires, et dans l'arthrose, en fait, on s'en est inspiré, et moi j'avais pas tellement cette notion-là, mais en fait quand on interroge des populations, il est clair, notamment des populations actives, c'est des douloureux chroniques. Or on sait que la douleur chronique induit une fatigue. On a envie de bouger, quand on ne bouge pas on est fatigué. Exactement, c'est un cercle vicieux. Finalement, quand ils sont douloureux chroniques, la fatigue. On va accueillir Benoît pour parler de rhumatisme inflammatoire, parce qu'il y a un risque réel en fait de voir augmenter le nombre de personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire dans les années à venir.
Et tout ça, eh bien, ça n'est pas lié au surpoids, mais c'est à cause des moustiques. Et oui, Benoît. notamment à cause de l'Aedes albopictus, le fameux moustique tigre impliqué dans la transmission de différentes maladies dans le monde, la dengue, le Zika dont on parle beaucoup en ce moment, et surtout le chikungunya qui nous intéresse ce soir. Vous vous souvenez certainement de l'épidémie qui a touché la Réunion en 2005-2006, infectant 38% de la population. Et depuis chaque année, le chick, comme on l'appelle, menace les territoires d'outre-mer, mais aussi la métropole où une épidémie n'est plus impossible d'après les spécialistes. Mais alors quel lien entre le chikungunya et notre émission de ce soir? Eh bien tout est dit dans le nom de la maladie. Chikungunya signifie en makonde, qui est une langue du sud de la Tanzanie, la maladie de l'homme courbé. Car si le virus du chikungunya entraîne une forte fièvre, des maux de tête, il provoque également des douleurs musculaires et articulaires qui peuvent durer des mois et se transformer en rhumatismes inflammatoires. Une étude menée à La Réunion sur 120 patients a ainsi montré que 6 mois après l'épidémie, 20% des malades étaient atteints de rhumatismes inflammatoires comme une polyarthrite rhumatoïde ou un rhumatisme psoriasique. Et 55% des malades du chikungunya avaient encore des douleurs rhumatismales 2 ans après l'infection. Alors les zones du corps les plus touchées sont les mains et les poignets, les pieds et les chevilles, les genoux, la nuque et les épaules. Alors pourquoi la maladie continue-t-elle à s'exprimer ainsi chez certains patients de façon chronique pendant parfois des années? Les chercheurs n'en sont qu'aux hypothèses, mais on sait que l'on retrouve des virus du chikungunya cachés dans le liquide synovial. Vous savez, ce liquide qui baigne les articulations, on en a déjà parlé. Alors normalement, les virus, les bactéries sont attaqués par les défenses immunitaires et notamment les macrophages qui sont censés les phagocyter. C'est ce qu'on voit là sur cette image où un intrus fléché en rouge est digéré par le macrophage. Mais dans le cas du chikungunya, le virus résiste en quelque sorte à cette digestion et ça maintiendrait localement l'inflammation qui ainsi deviendrait chronique, tout comme les douleurs qui en découlent. Et si un vaccin ne permet pas rapidement de stopper les flambées épidémiques du chikungunya, ce sont sans doute des milliers de malades qui devront bientôt être pris en charge par les rhumatologues. Alors ça va devenir une maladie virale transmise par les moustiques, le rhumatisme? Alors quand même, là, on est dans une petite fraction un peu à part. Effectivement, il y a ce que l'on appelle les arthrites réactionnelles au sens large, c'est-à-dire avoir une réaction inflammatoire au niveau des articulations liée à en fait des similarités entre certaines protéines de l'articulation et puis les protéines du virus, de la bactérie, etc. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut quand même se laisser du temps et c'est pas non plus une grande fraction qui évolue vers un véritable rhumatisme inflammatoire. C'est vrai que les douleurs peuvent durer pendant pas mal de temps et peuvent nécessiter pas mal d'ajustements thérapeutiques en termes de symptômes. Et on les traite comme les 10 ou 20%, là on les traite avec du méthotrexate, des corticoïdes. D'accord, même traitement que les Même traitement que la polyarthrite rhumatoïde. Vous parliez tout à l'heure des doigts déformés par l'arthrose. On demande s'il y a un espoir de traitement des mains et des doigts déformés par l'arthrose. Est-ce qu'on opère déjà ces arthroses des mains? Oui, on opère. Pour les articulations entre la main, enfin le doigt et la paume de la main, on peut mettre des prothèses. Il y a des prothèses. Alors on le met uniquement pour toujours préserver la fonction de préhension de la main, pas parce que la main n'est pas jolie, mais parce que les gens ne peuvent pas se servir de leurs mains. Et pour les articulations plus petites doigts, on fait ce qu'on appelle une arthrodèse, on bloque l'articulation dans la position toujours de fonction pour pouvoir attraper un objet, pouvoir continuer à prendre son couteau, sa fourchette. D'accord. Voilà. Alors, dans les traitements pour soulager les douleurs, que prendre quand le paracétamol ne fait aucun effet? On va prendre l'exemple de l'arthrose ou d'autres douleurs rhumatismales. On va passer, on l'a vu dans le reportage aussi, le médecin proposait de passer à un palier supérieur. Voilà, on a plusieurs paliers dans les antalgiques, donc le paracétamol étant le palier le plus bas. Et puis ensuite, on peut rajouter à ce paracétamol des molécules qui sont parfois dérivées de la morphine, de la codéine. Et puis, dans certains cas également, notamment dans les poussées aiguës, on peut ajouter aussi des anti-inflammatoires. Mais il faut savoir... C'est une question, si on peut les prendre sur le long terme. Non. Les anti-inflammatoires, aujourd'hui, dans toutes les recommandations internationales, c'est la plus petite dose possible, le moins de temps possible. Parce qu'il y a des effets secondaires relativement importants. On demande si on peut dire aujourd'hui que les anti-TNF sont une révolution dans le traitement de la spondylarthrite et quels sont les effets secondaires. Une révolution, je pense que dire oui. Sans aucun doute. Ça a révolutionné au début des années 2000 donc, le pronostic de ces patients en termes de douleur, en termes de pronostic fonctionnel, de handicap, de maintien d'une activité professionnelle et même maintenant on a montré de mortalité, par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde. On sait qu'il y a moins de mortalité liée à l'inflammation que provoquent ces rhumatismes parce que l'on
bloque l'inflammation par ces anti-TNF. Donc, Et les conséquences à long terme, les effets secondaires? Alors là, on en est à 15 ans de recul sur les anti-TNF. On peut être globalement rassuré. Surtout si on fait bien si on prend bien le temps au début de faire ce qu'on appelle un bilan pré-anti-TNF, pré-thérapeutique, pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication, que ce soit des problèmes infectieux, des antécédents familiaux particuliers, etc. Et après, il y a une surveillance qui s'impose. Et si tout cela est bien mené, normalement, ça ne doit poser pas de problème, mais on n'est pas à l'abri notamment d'événements infectieux, puisque c'est le principal effet secondaire, c'est le risque infectieux de ces immunosuppresseurs. C'est ce qui vous a permis d'aller mieux, Roland? Absolument. Ah oui, oui, tout à fait. L'association du méthotrexate et d'une biothérapie. Mais je me souviens, moi... vivre normalement aujourd'hui. Pardon. Je me souviens, dans le début des années 2000, on était déjà là. Ça vous souvenez, là? Ça, je me souviens. Le début des anti-TNF, moi je me souviens très bien de chefs de service qui nous disaient c'est extraordinaire, c'est la révolution, sauf que ça rentre pas dans l'enveloppe budgétaire, ça coûte une fortune, qu'on en a juste pour quelques patients qu'on est obligé de sélectionner, et ce qui fait que tous les gens qui avaient mal mais qui ne pouvaient pas bénéficier de ces anti-TNF étaient complètement déprimés. Aujourd'hui, il n'y a plus de question de budget, on donne ces médicaments. Tous les patients qui en ont besoin en bénéficient. Tous les patients qui le justifient peuvent en avoir en France. Ça ne pose aucun problème. Il faut avoir, en tout cas, il faut être par exemple réfractaire au méthotrexate dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Si celui-ci est donné déjà à bonne dose ou pose un problème de tolérance, il n'y a aucun problème pour que les patients reçoivent un anti-TNF en France. Et ça coûte toujours aussi cher? Alors le prix a un peu baissé. On est maintenant aux alentours de 10-11 000 euros. Au tout début, c'était plutôt 15 000 euros. Mais c'est pas l'injection, c'est pas le... À l'année. C'est à l'année, oui. Hein. Donc effectivement, ça reste un coût. C'est le deuxième poste de dépenses des médicaments en France, les anti-TNF. D'accord. Donc c'est derrière quoi, le oméprazole? Non, je crois que ce sont les nouveaux traitements contre l'hépatite C. Ah oui. Alors ça, c'est les traitements effectivement maintenant qui sont tout à fait remarquables et dont personne ne conteste l'efficacité. Il y a apparemment plus de polémiques sur les médicaments contre l'arthrose, dont certains ont été déremboursés à la grande consternation des patients et de pas mal de médecins aussi qui disent que malgré tout, c'était quand même assez intéressant, même si ça ne guérissait pas de l'arthrose. Vous en pensez quoi? C'est clair qu'aujourd'hui, si on suit uniquement, si on ne prescrit uniquement que des médicaments remboursés, on a un arsenal thérapeutique qui est très faible dans l'arthrose. On va avoir du paracétamol, quelques antalgiques, des anti-inflammatoires dont on connaît les effets secondaires. Et c'est vrai, ce que je disais dans le reportage, l'effet secondaire dans l'arthrose, l'effet placebo, 30 à 60%. Ouais, c'est très important. Peut-être qu'on se sert de ça, c'est clair, mais le but c'est quoi? C'est la qualité de vie du patient. Donc, et tous ces médicaments, c'est clair, maintenant ne sont plus remboursés. Et ce dont on a peur, c'est que les patients, n'ayant plus anti-inflammatoires, vont prendre beaucoup plus d'anti-inflammatoires. Or, les anti-inflammatoires, il y a des effets cardiovasculaires, digestifs, rénaux notamment. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi tous les traitements non pharmacologiques dans l'arthrose, et qui ont des effets, en termes, on appelle ça l'effet taille, c'est-à-dire vraiment l'effet thérapeutique sur la douleur ou la fonction. C'est la balnéothérapie, tout ce qui est... D'abord, il y a tout ce qui est kinésithérapie, analytique ou globale, et puis il y a l'ergothérapie, il y a les orthèses, et tout ça, ça a un effet tout à fait comparable, et ça n'a pas d'effet secondaire. Donc c'est quand même très intéressant. Il va falloir faire preuve de pédagogie, parce que le mari de la dame qui nous écrit est très stressé. On va l'opérer du genou. Il a 52 ans et je pense qu'elle n'en peut plus. Voilà. Et il faut lui expliquer que c'est pas grave. Alors, comme vous avez en plus les prothèses qu'on va lui poser, ça va être facile à expliquer. D'accord. Parce que celles-là, elles seront propres, les siennes. Voilà, oui. Voilà. Donc ça, c'est une prothèse de genou qui remplace l'extrémité inférieure du fémur. Donc on enlève bien sûr le cartilage. En général, il n'y a plus beaucoup quand on les opère. Et on met aussi de l'inox sur l'extrémité supérieure du tibia. Et entre les deux, c'est un polyéthylène. Pour pas que ça soit inox contre inox, ce ne serait pas possible. La prothèse de genou, c'est une intervention maintenant qui est faite quand même très couramment en France. Il y a des risques, comme toute la chirurgie, mais chez les gens qui ont des arthroses de genoux invalidantes où les traitements médicaux ne sont plus efficaces, c'est quand même très efficace, mais il faut être patient après l'opération. C'est pas magique. Mais en plus, on a entendu dire que les prothèses duraient environ 15 ans.
Ça veut dire qu'il a 52 ans, il est quand même avec devant lui plusieurs interventions à prévoir. C'est un peu lourd. Alors, les prothèses de hanche, on en reprend, enfin beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui sont posées pour usure. Les prothèses de genoux, moins, mais c'est sûr que plus on les met tôt, plus les gens... Voilà. C'est pour ça que des fois, des gens jeunes qui ne comprennent pas, qui nous disent moi, je ne veux pas prendre de médicaments, opérez-moi. Donc, on leur explique que c'est quand même moins dangereux, les médicaments, que la prothèse de genou, surtout si on doit être réopéré 15 ou 20 ans après, parce qu'une reprise, c'est une intervention beaucoup plus lourde, avec un résultat un peu moins bon. Donc, voilà, on ne laisse pas les gens devenir gravataires, mais il ne faut pas non plus penser que c'est la solution tout de suite miracle. Il y a d'abord le traitement médical, et l'échec du traitement médical, par contre, il ne faut pas attendre trop. Il faut proposer la chirurgie. Et la surcharge pondérale, l'excès de poids, c'est pas bon pour les prothèses comme c'est pas bon pour le genou? C'est pas bon de toute façon. Nous, globalement, on demande plus aux patients de maigrir avant de les opérer parce que demander à quelqu'un de maigrir alors qu'il est très douloureux, qu'il ne peut pas bouger, qu'il prend des médicaments, souvent il est un petit peu dépressif, c'est échec. Donc voilà, en gros, ça veut dire qu'on ne veut pas l'opérer si on lui demande de maigrir. En revanche, on essaie de voir contrat avec le patient, je vous opère, vous maigrissez, ça ne marche pas très bien non plus, mais il faudrait. Quand vous disiez il faut être patient, ça veut dire qu'il faut une longue rééducation, qu'il faut, on ne recourt pas du jour au lendemain. Voilà, alors ça donne de très bons résultats. C'est pas un genou, moi je dis aux patients, c'est pas le genou de vos 20 ans, mais un genou avec lequel vous avez marché sans canne, avec moins de médicaments, plus longtemps, voire faire du vélo, refaire des activités, attention. Mais une prothèse de genou, le résultat, il faut se donner 6 mois. Alors, c'est pas 6 mois effrayant, mais pour des gens qui ont une prothèse de hanche, la prothèse de hanche est beaucoup plus magique. Beaucoup plus magique. La prothèse de genou donne d'aussi bons résultats, mais c'est 6 mois à 1 an pour vraiment voir ce que ça donne. Il ne faut pas se dire au bout d'un mois et demi, oulala, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je me suis fait opérer. Il y a quelqu'un, Manuela, elle a 4 ans après une intervention pour une prothèse de genou, elle a toujours mal, avec des pics. Voilà, alors dans les prothèses de genou, il y en a 20% qui restent douloureuses sans explication. Parce que bien sûr, quand quelqu'un a mal, on cherche s'il n'y a pas une infection à bas bruit, on cherche s'il n'y a pas ce qu'on appelle un décèlement, c'est-à-dire des micro-mouvements entre la prothèse et le ciment. Enfin, on cherche toutes les complications d'une prothèse. Et dans 20% des cas, on ne trouve rien. Alors, ce n'est pas pour la première année. La première année, c'est normal qu'il y ait encore des douleurs, c'est au-delà d'1 an. Alors, voilà. Moi, on y retourne? Alors, non, si on ne trouve rien, on se réopérer les gens si on ne trouve rien. Moi, j'ai travaillé avec des étudiants ostéopathes qui ont fait leur mémoire de fin d'année, de fin d'études, sur les douleurs non expliquées médicalement sur les prothèses de genoux, et ça a l'air de donner des résultats encourageants. Voilà. Donc, c'est des gens chez lesquels nous, réopérer quelqu'un sans savoir ce qu'on doit lui apporter, c'est un peu compliqué. Parmi les traitements qu'on a vus là dans le reportage, ces injections de plasma riches en plaquettes, c'est vraiment quelque chose de prometteur? Le symbole est très beau, c'est l'auto-traitement. Vous avez vu, on ponctionne le sang, le propre sang du patient, on le centrifuge. Donc avec la façon dont vous le présentez, on sent que ça vous plaît. Exactement. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui a montré un intérêt en dehors de l'effet placebo. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, ça n'est pas pire. Ni mieux que l'effet placebo. J'injecte quand même, je mets une aiguille si vous voulez. Mais je pense qu'on pourrait mettre d'autres choses. De l'eau. Oui, peut-être. Ce que l'on fait en injectant ce plasma concentré, c'est qu'on injecte une dose de facteur de croissance du patient lui-même, mais à haute concentration dans un genou. On ne sait pas ce que font des facteurs de croissance sur toutes les cellules de l'articulation sur le long terme. Donc non, en plus, en termes de sécurité, moi je trouve que ça veut dire que ça peut faire fabriquer trop de cartilage? On va finir par en avoir trop si ça marche trop bien. Pas trop de cartilage, mais un peu trop de cellules. Et trop de cellules, c'est tumoral. On peut se poser la question. Après, on est dans le concept, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas de preuve d'efficacité et pas beaucoup de recul. Donc, il faut se méfier quand même. D'accord. On va retrouver Benoît? Oui, parce que 2 interrogations populaires sur les rhumatismes. D'abord, la météo. Est-ce qu'elle a un impact sur les crises rhumatismales? On a une question là. Je sais quand il va pleuvoir ou neiger parce que mes douleurs articulaires se réveillent, comme on l'expliquait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Récemment, sur ce plateau, l'un de nos chroniqueurs, Florian Gouttière, y a répondu en détail et très scientifiquement. Si 6 rhumatisants sur 10 disent être sensibles aux fluctuations du temps, aucune étude scientifique ne la démontre. Non, et la seule explication plausible étant qu'avec le mauvais temps, en fait, on reste davantage chez soi, on bouge moins et donc on favorise la réapparition des douleurs articulaires. Pour tous les détails, vous pouvez aller sur allodocteur.fr, on vous a mis ça en une. Et puis la deuxième croyance, parler de musculation, de kinésithérapie. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a vu là dans le reportage?
séances de gymnastique adaptées pour les personnes qui ont de l'arthrose, ça a l'air vraiment intéressant. Tout à fait, tout à fait. Ça pourrait être remboursé. Tout à fait. D'ailleurs, dans la loi de santé de cette année, de Marisol Touraine, c'est clair qu'il y a une avancée sur la prise en charge par des gens qui ont une vraie formation, hein, des APA en fait, et qui sont des gens qui ont fait des études universitaires, des STAPS, ce qu'on appelle souvent les STAPS, et qui pourraient en fait, sur prescription, faire un entraînement physique en fait de patients, mais pas que d'arthrosiques. Hein, parce que vous savez, ce qu'on a vu là dans l'arthrose, ça marche dans toutes les maladies. Quand on améliore les capacités sportives d'un patient, aérobie, on améliore sa qualité de vie. Mais très curieusement, c'est extrêmement bien considéré, valorisé, notamment par exemple pour des patients qui ont un cancer, qui sont Oui. Et l'arthrose, on a l'impression que c'est pas, alors que c'est des maladies articulaires, on n'a pas l'impression que ça soit autant considéré. Tout à fait, mais je pense que nous médecins, on a probablement une certaine responsabilité. On est prescripteur de médicaments et le reste, on a beaucoup de mal avec le reste. Et donc, mais je pense que ça va changer. En tout cas, je l'espère. Mon médecin me conseille des séances de musculation régulières et modérées pour prévenir l'arthrose. J'ai 50 ans. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est clair qu'une articulation qui est stable a moins de chances de développer une arthrose. En fait, une articulation instable développe une arthrose. Qu'est-ce qui stabilise une articulation? Il n'y a que les muscles. Hein, les ligaments, les tendons, la capsule articulaire, on ne peut rien faire. Les muscles, si. C'est la même chose dans le dos. C'est exactement le même système. C'est la seule chose sur laquelle on peut travailler, en fait. Donc c'est une très bonne chose. Est-ce que la pratique du yoga pourrait ralentir la survenue des rhumatismes? Il y a quelque chose de publié là-dessus? Alors il y a eu tout un tas de publications. Il n'y a pas eu que le yoga, hein, ça dépend, il y a des modes. C'est vrai que ça améliore les patients, mais des patients qui ont souvent des maladies peu évolutives avec des niveaux de douleur très faibles. C'est ces patients qu'on peut voir dans nos jardins publics à Paris ou ailleurs. C'est pas des grands malades, quoi. Oui, vous voyez, c'est pas. Avant de passer à la clinique. Je sens que vous voulez vous énerver avant qu'on passe à la clinique. Si, Michel, je vous connais. Quid de ces régimes sans gluten, lactose ou autres pour soigner les rhumatismes? Fantaisie ou délire? Ne soyez pas accablé, Michel. Non, je pose la question. Oui. Alors, à ce jour, le régime sans gluten, sans lactose n'a pas montré la preuve de son efficacité pour traiter les rhumatismes inflammatoires chroniques. Il y a eu quelques données sur les oméga 3, hein, les acides gras polyinsaturés qu'on retrouve dans le poisson, dans certaines huiles, qui peuvent avoir un petit bénéfice clinique, mais le bénéfice reste modeste, et deux, ils ne doivent remplacer en rien le traitement général de fond du rhumatisme inflammatoire. Il y a un régime qui marche. C'est le régime hypocalorique, c'est maigrir, quel que soit le rhumatisme. Celui-ci, il marche. Il y en a pas mal qui disent qu'il ne faut pas boire de produits laitiers, manger de produits laitiers parce que ça donne l'arthrose. Oui, non, mais ça, c'est des croyances. Oui, c'est des croyances. Après, c'est vrai que c'est difficile de. Quand un patient dit ça, on peut pas la preuve du contraire. On n'a pas non plus la preuve du contraire. L'essentiel étant de ne pas induire de carence. Voilà. Ces régimes sans seront l'objet d'une prochaine enquête de santé. Je suis sûre que vous allez adorer, Michel. Je ne serai peut-être pas là, ça m'énerve. Alors, pour soulager les douleurs articulaires, on peut faire appel à la kiné, bien sûr, mais il y a aussi des exercices qu'on peut faire soi-même. On va accueillir Yasmine Bengazi, qui est kinésithérapeute, et qui va nous présenter quelques-uns de ces exercices d'auto-rééducation. Oui, alors déjà on les fait quand? À quel moment? Il faut de préférence les effectuer le matin afin de lutter contre la raideur articulaire qui s'est installée pendant la nuit. Des exercices qu'il faut faire bien évidemment en respectant le seuil de la douleur et surtout, et très important, en dehors des périodes de poussée inflammatoire. Ça c'est extrêmement important. Alors des exercices, par le dos. On va commencer effectivement par le dos, des exercices simples. Surtout, il faut essayer de travailler avec la respiration et on les effectue très lentement. Alors, pour soulager le dos et l'échauffer lentement, on va commencer par un exercice global qui est un exercice d'assouplissement. On va donc inspirer, souffler, le menton est ramené au niveau du buste et on va descendre lentement pour aller chercher un contact avec ses orteils. On tient la position pendant 5 secondes et on remonte très lentement en déverrouillant vertèbre par vertèbre. Voilà, une position qu'on peut recommencer encore une fois pour qu'elle soit bien comprise. Donc menton au niveau du buste et on enroule les épaules et on descend vertèbre par vertèbre.
on touche si on le peut et on remonte très lentement. Ça, c'était pour le dos. On s'occupe de nos genoux. Exactement. Les genoux qui sont aussi malheureusement très souvent touchés par l'arthrose. Alors on va commencer par un exercice d'échauffement qui va consister tout simplement en étant bien assis à faire des rotations dans un sens puis dans l'autre. Voilà, on peut en faire 5 d'un côté puis 5 de l'autre, toujours en respirant bien. Ensuite, une fois que ces exercices sont effectués, on tend la jambe le plus haut possible, de telle sorte à ce que celle-ci soit bien tendue. La cuisse est en contact avec la chaise et on tient la position 10 secondes. Et on redescend lentement. On va essayer de le répéter au moins 5 fois. On remonte, on maintient et on redescend. Bien évidemment, il faut le faire des deux côtés. Plus difficile, je vais vous montrer un exercice, toujours pour renforcer le quadriceps, donc qui est la position du chevalier servant. Donc, dans cette position, on descend très lentement. Voilà. Les angles à 90 degrés du genou avant et postérieur sont bien respectés. Le poids du corps est légèrement vers l'avant. Et pareil, on effectue 10 répétitions d'un côté, 10 de l'autre, et j'expire en descendant. Voilà, on peut le faire. Alors, pour la hanche, la solution, c'est la fente, les fentes. Les fentes. Effectivement, je suis en position debout, donc ce qui me permet de faire une belle transition. On va commencer par la fente avant, avec le pied donc droit. Dans cette position, cette fois-ci, donc je fléchis le genou et ma jambe ici derrière est très tendue, ce qui permet d'avoir une extension au niveau de la hanche. Et je reviens. Je descends en soufflant et je reviens, ce qui nous permet de faire à peu près aussi 10 répétitions d'un côté puis de l'autre. Latéralement aussi, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc on fléchit et on revient en soufflant lorsque l'on descend et on revient pour étirer sur les côtés. Je reviens en position assise pour compléter sur la hanche, toujours en position bien droite. Donc là, vous allez ramener le genou vers vous de telle sorte à fléchir la hanche et lui permettre de s'échauffer. Voilà. Très bien. Les épaules maintenant ? Oui, les épaules, effectivement, on souffre malheureusement beaucoup d'arthrose au niveau des épaules. Donc on peut commencer par un exercice d'échauffement très simple où vous allez essayer de, le dos est bien droit, de remonter les épaules vers les oreilles et on tient 5 secondes et on relâche. On remonte et on relâche de telle sorte à le faire à peu près une dizaine de fois. D'accord ? Ensuite, on prend une petite barre qu'on a peut-être tous à la maison ou un manche à balai. Dans cette position, la barre est tendue, mes épaules sont dans l'axe et bien droit, mes bras, je remonte la barre au-dessus de ma tête et je la ramène devant. J'inspire et j'expire en descendant. Et pareil, on peut le faire sur 10 répétitions. On va compléter, puisqu'on est dans cette position, avec un mouvement de rotation avant et arrière pour aller travailler aussi les coudes qui peuvent parfois présenter de l'arthrose. Et bien évidemment, 10 rotations dans un sens, 10 dans l'autre, et on souffle bien lorsqu'on tend les bras. On termine avec le cou. Oui, le cou, le rachis cervical qui malheureusement nous cause beaucoup de problèmes parfois à cause de l'arthrose. Donc un exercice très facile, donc à faire effectivement toujours et qui vous fera beaucoup de bien le matin, je le répète encore. Donc vous inspirez, une inclinaison latérale, droite, une flexion vers l'avant et on va comme ça faire des rotations très lentement en extension du cou. Et on en fait 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Et enfin, on peut aller chercher aussi un autre exercice qui permettra d'aller travailler un petit peu plus en profondeur, où là, vous allez tourner le menton en direction de votre épaule droite et essayer de chercher un contact. Et on tient la position 5 secondes d'un côté, on revient, puis 5 secondes de l'autre, en soufflant. Et on revient. Alors bien évidemment, je le rappelle encore une fois, on essaye de bien travailler en dessous du seuil de douleur. Il ne faut pas insister si vous avez des douleurs au cours de ces exercices. Et prenez votre temps, c'est important. Essayez de faire ces activités très régulièrement puisqu'elles vous aideront
d'une part, à lutter contre la douleur et puis entretenir la souplesse et la mobilité des articulations. Merci Yasmina, ça va beaucoup mieux. Sarah nous demande ce que l'on pense des, des cures thermales. Pour moi, elles contribuent à soulager les douleurs et à la baisse de consommation des médicaments. Eh bien, elle a raison. C'est exactement c'est l'eau qui est intéressante ou c'est l'éducation du patient? C'est quoi? Je crois. On s'occupe du patient, on l'écoute, on essaye d'agir sur son hygiène de vie. Dans l'arthrose, c'est important puisqu'il faut maigrir. Et donc, avec ça, on arrive à avoir un effet non seulement durant la cure, mais à distance. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ils vont moins prendre de médicaments dans les 6 mois, en gros, qui suivent. Ils ont moins d'arrêt de travail. Alors, c'est quelque chose de très difficile à démontrer parce que les gens en cure thermale, en général, c'est rare que les gens fassent ça durant leurs vacances pour retourner au boulot après. Parce qu'une cure thermale, c'est quand même 3 semaines. Ouais. Donc c'est quand même souvent des gens qui ne travaillent plus, pour être honnête. Donc, et pour les rhumatismes inflammatoires, c'est intéressant aussi? Ça peut être aussi un traitement adjuvant. Alors évidemment, pas quand le rhumatisme est dans une très grande poussée qui nécessite là d'équilibrer les traitements. Mais effectivement, c'est une option intéressante pour ajuster les choses et pour l'activité physique. On a vu dans le documentaire notre John Travolta qui disait qu'il avait... Il va être content, c'est pas mal comme comparaison. Le danseur qui disait qu'il avait eu une mauvaise expérience avec un kiné au début, puis il avait fini par en trouver un qui avait personnalisé son traitement. Comment on fait finalement pour savoir si on a un bon kiné ou pas? Parce que c'est la question. C'est pour ça que je la pose. C'est fantastique. Et comme je ne veux pas montrer que je lis les questions, je les amène comme ça de façon subtile et après elles apparaissent. Voilà. Alors en fait, il faudrait que les médecins soient un petit peu informés ou qu'on leur renseigne à la fac qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie, c'est pas seulement une prescription. Donc quand on connaît ça un petit peu, on demande à nos patients. Mais sinon, en gros, si vous arrivez que votre kinésithérapeute vous donne le même traitement, que vous ayez mal au cou, au dos ou au genou et qu'il vous prend par 6 et qu'il vous met des électrodes un peu partout, partez en courant. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on renforce les muscles de l'articulation qui souffrent. Et puis il y a l'autre partie qui est non spécifique, c'est le sport, etc. C'est des conseils qui peuvent être donnés par le kiné, mais aussi par le médecin, par un éducateur sportif. Ils se plaignent beaucoup les patients des kinés qui ne feraient pas ce qu'il faudrait? Un petit peu. En règle générale, s'ils vont voir le kiné, c'est qu'ils y trouvent leur compte. C'est que ça leur fait du bien. Et il est important de bouger ses articulations. De toute façon, l'activité physique, c'est une activité c'est une amie du patient qui a un rhumatisme. Et si ça lui fait du bien et qu'en plus il prend plaisir, je veux dire, c'est tout gagné. Gérard a 66 ans, il a une très bonne hygiène de vie, il veut savoir s'il pourrait dire son arthrose. Déménager au soleil serait-il une bonne chose? Je ne sais pas ce qu'il faut que vous répondiez parce que sa femme peut-être est derrière, elle n'est peut-être pas d'accord pour le déménagement au soleil. Mais bon, est-ce que pour lui ça serait bien? C'est pas facile, hein? Je vais lui dire oui. On a moins d'arthrose dans le sud de la France? Non. On n'a pas moins d'arthrose. Alors, je pense qu'il y en a plus. Parce que ça dépend plus de personnes âgées. Voilà. Mais déménager au soleil, ça ne va pas être la solution. Et je pense que dans le Nord, je pense aux pays nordiques où l'éducation physique est quelque chose qui fait partie intégrante de leur éducation, notamment scolaire. Il n'y a jamais eu d'études, mais je pense qu'ils ont sûrement moins de problèmes articulaires liés à l'arthrose. Pareil pour les inflammatoires Après, c'est le ressenti souvent des patients. Après, c'est jamais si évident que ça, parce qu'effectivement, il y a plein d'interférences avec le mode de vie, l'âge, etc. Donc, il n'y a rien de très tranché pareil. Céline a 33 ans. Que pensez-vous de l'efficacité des plantes et autres remèdes naturels sur la polyarthrite rhumatoïde? En fait, c'est-à-dire que c'est toujours très plaisant parce que les plantes peuvent avoir certaines propriétés pharmaceutiques et ça, c'est plaisant au laboratoire lorsqu'on prend des cellules des articulations. Mais souvent, dès qu'on passe chez l'homme, en fait, on ne voit pas de bénéfices patents de tous ces produits naturels compléments. La recherche qu'on a vue là sur les cellules souches, c'est très intéressant. Sur le concept, c'est très intéressant. Ensuite, il ne faut pas non plus donner de faux espoirs
à nos 10 millions d'arthrosiques. On est sur la souris, là. Non, on est sur la souris, on est sur l'homme aussi. Hein. Aujourd'hui, l'équipe de Christian Jorgensen a un essai thérapeutique en cours. Il y a un essai qui est sorti en Corée également. Non, c'est pas de la médecine, uniquement de la médecine de souris, c'est aussi de la médecine humaine. Pour l'instant, on n'a pas les résultats. Et de toute façon, si ça a un intérêt, clairement, ce ne sera pas pour les 10 millions, ce sera pour certains patients, vraiment dans des conditions très particulières. Un jour, on ne peut pas envisager que le chirurgien que vous êtes, au lieu de mettre des prothèses, changer les articulations, tout ça, mettre une petite fine couche de cartilage, en opérant, pas en injectant des cellules souches pour qu'elles refabriquent du cartilage, mais que vous ayez carrément, comme on l'a pour la peau, on fait pousser du cartilage à l'extérieur et hop, vous le posez comme un drap. Il y a plein de travaux en cours, par exemple, pas pour le cartilage mais pour le ménisque, quand même pas très loin. C'est de fabriquer des ménisques pour remplacer chez les gens jeunes qui ont des lésions méniscales, pour protéger leur cartilage. Donc pourquoi pas un jour, nous, aller tapisser le cartilage. Probablement une avancée qui pourrait être intéressante, c'est de mixer les deux choses qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, et c'est du bioengineering, c'est-à-dire être capable de fabriquer une matrice qui ressemble à du cartilage et de la coloniser avec des cellules souches. Le problème, c'est pour faire adhérer ça ensuite. C'est un truc tout bête, hein, c'est un problème de colle. Faire adhérer ça sur l'articulation qui n'a plus de cartilage. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais quand on aura trouvé la colle, ce sera plus simple. C'est possible, tout à fait. Et il y a des gens qui font que ça aujourd'hui, qui travaillent sur la colle biologique articulaire. Frédéric voit un acupuncteur depuis 2 ans pour son arthrose. Il la soulage énormément. Elle revit. Pourquoi n'en avez pas parlé sans le citer? Vous l'avez évoqué en disant qu'il y a tout ce qu'il y avait autour. Bien sûr. Et puis, tout ce qui peut soulager la douleur est intéressant. Tout ce qui peut soulager la douleur. Donc là, on est à la rigueur, c'est comme chez le douloureux chronique, quelle que soit l'origine de la douleur. L'acupuncture, on sait que ça a un effet sur la douleur. Ça ne va pas avoir un effet sur l'évolution de la maladie, mais ça va avoir un effet symptomatique. Donc on est tranquille. Ça va avoir un effet symptomatique, clairement. Mais on a évoqué tout à l'heure l'ostéopathie, alors il y a la chiropraxie, l'ostéopathie, il y a l'éthiopathie, tout ça. Les petits mouvements comme ça, très légers sur les articulations. Dans tout ce qui est recommandations internationales, hein, où c'est très ouvert, hein, on va chercher toutes les publications. Il y a des choses sur l'acupuncture, sur le tai chi, sur tout ce qui est ostéopathie. Aujourd'hui, n'a jamais rien montré, en tout cas dans l'arthrose, que ce soit du genou, de la hanche, aucune efficacité. Ah non, on n'a plus le temps pour une question? Ben non. D'accord. Ça passe tellement. On me dit merci dans l'oreille, genre tais-toi maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Vous ne parlez pas comme ça. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci à tous ceux qui ont témoigné dans ce documentaire. Merci à Marie Chagnot, à Benjamin Battard, le rédacteur en chef de cette émission. Et si vous voulez plus d'infos sur les rhumatismes, vous vous reportez à l'article paru dans le dernier numéro de notre partenaire Notre Temps. Et puis la prochaine enquête de santé, ce sera le 1er mars. Mais avant, on va vous retrouver. Bah oui, dès demain, 13h40 pour le magazine de la santé et Allo Docteur, toujours sur France 5. Passez une très bonne fin de soirée. À demain, au revoir.